ne peut pas dire que ceux qui ont joué les élites qui ont joué les Américains en Afghanistan ont été préoccupés outre mesure par l'avenir de leur pays. On a vu des systèmes concussionnaires se mettre en place, et la raison pour laquelle Emmanuel Macron veut maintenant quitter le Mali, c'est qu'on a une succession de coups d'État où finalement on ne voit pas pourquoi, un peu dans la logique trumpienne, on enverrait des soldats français mourir pour des régimes putrides, si vous voulez. Et si vous avez raison, c'est un système, enfin, d'une certaine manière, le débat américain sur l'Afghanistan, sur l'Irak, se pose aujourd'hui pour nous. Mais l'élément, j'en ai pas parlé parce que quelqu'un d'autre que moi va en parler, même si on n'est pas forcément toujours d'accord là-dessus, ça donnera lieu à un débat, je l'espère, animé. Mais le personnage qui sort aussi de cette année 2020, qui est le méchant du film, comme dirait Orson Welles, c'est Erdogan. Et là, on a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la Turquie erdoganiste qui essaye de dépasser son rôle traditionnel d'un État turc nationaliste pour se baser là-dessus et se projeter dans un pan-islamisme jusqu'à l'intérieur de l'Europe. Aujourd'hui, ce sont les mosquées turques en France qui sont en grande partie le fourrier des groupes islamistes les plus radicaux. Et ça c'est en train de changer aussi profondément la géopolitique, le rôle actuel de la Turquie, les agressions contre la Grèce et Chypre, les insultes contre Macron, la manipulation de l'Union européenne. Bon, c'est un enjeu très complexe, très important. Après, chacun a son appréciation des choses, mais maintenant il est temps que je me taise. Oui, parce qu'on a rejoint la thématique principale du livre de Jean-François Colosimo, le sabre et le turban. Alors, une question pour faire le lien. On a parlé d'Iran, qui est un pays islamique, mais qui n'est pas arabe. Et la Turquie est un pays musulman qui n'est pas arabe. Est-ce que la Turquie et l'Iran sont finalement des alliés? Non, je ne crois pas, mais moi, en perspective, c'est pas tellement de commenter, je dirais, ce qui se passe dans l'instant, et Gilles Kepel le fait de manière tout à fait éclairante, il apporte des lumières indispensables. Moi, je me suis intéressé à la Turquie, comme j'ai écrit sur les États-Unis, comme j'ai écrit sur l'Iran, exactement, comme j'ai écrit sur la Russie, comme j'ai écrit sur la France, parce que je suis convaincu, c'est une phrase de Carl Schmitt, qui est un personnage pas très fréquentable, mais qui avait raison sur ce point, toutes les idées politiques modernes sont des idées théologiques qui ont été laïcisées. Et donc, en fait, ce que nous voyons très souvent à tort, c'est une de mes thèses, comme un retour du religieux, voire pire, de manière infamante pour le Moyen-Âge, un retour du Moyen-Âge, bien que le Moyen-Âge n'ait jamais pensé à inventer les méthodes industrielles de mort que nous avons mises au point et que nous avons pratiquées. Je pense que ce retour du religieux est un peu un fantasme très européen, souvent très français, parce que la religion ne nous a jamais quittés. Vous voyez, Robespierre est l'inventeur du culte de l'être suprême. Robespierre était pour la religion, était pour une religion nationale, était pour une religion sécularisée. Il pensait qu'un pays ne peut pas tenir sans la croyance en l'immortalité, et d'ailleurs il avait fait liquider les hébertistes qui étaient les athées de son époque, puisque pour lui l'athéisme était en fait un luxe pervers de décadents. Donc ces expériences religieuses, on a cessé de les faire. Je vais passer vite sur cette thèse, mais enfin évidemment la dimension religieuse du nazisme avec la restauration du sacrifice humain à travers la personne du juif est évidente. Quant au marxisme soviétique, aussi scientifique qu'il s'est voulu, la science a surtout servi à embaumer le fondateur dans la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, qui était Moscou et vers laquelle tous les peuples de la terre devaient se tourner. Chez les Khmers rouges, on passait sans arrêt dans les camps, à travers les mégaphones, le message, même après ta mort, l'organisation te surveille. Donc je pense que les mauvais héros que nous avons aujourd'hui, si on pense aux dirigeants chinois qui d'un coup ressort Confucius que les gardes rouges brûlaient, si on pense à Vladimir Poutine qui se rend pour prier dans les monastères que les bolcheviks
dynamité, n'est-ce pas? C'est que les religions séculières, les religions politiques, les religions sécularisées ont fait leur temps, et que les dominants reviennent en fait au vieil arsenal, le ressortent, et je pense, j'y arrive, que la Turquie, c'est la parabole de tout ça, d'une manière tout à fait stupéfiante, puisqu'en plus la Turquie nous offre véritablement un lieu d'examen pour des questions qui sont récurrentes. Comment est-ce qu'un grand empire se veut d'un coup une nation avant de se redéployer comme un empire? Il n'y a pas que la Turquie dans ce cas. Comment est-ce qu'une occidentalisation forcée aboutit, en fait, à un anti-occidentalisme forcené? Il n'y a pas que la Turquie dans ce cas. Et comment aussi l'argument que nous devrions savoir, cette évidence, puisque c'est très exactement ce qu'on a connu pendant la Terreur, que la nation prend la place de Dieu en tant que religion, n'est-ce pas? Alors, la Turquie, sauf évidemment Gilles Kepel et quelques éminents islamologues, mais il n'y en a pas beaucoup en France, de sa taille, de son importance, il y en a même quelques-uns qui le contredisent à tort. Bon, on sait très bien comment Erdogan n'est pas devenu d'un coup un personnage maléfique. Là aussi, on a vécu sur une illusion qui était celle que nous dispensait un tout petit peu l'Amérique et pas mal les européistes, en nous décrivant cet homme arrivé au pouvoir comme un islamo-démocrate, n'est-ce pas? Comme il y avait eu des démocrates chrétiens en Italie ou en Allemagne après-guerre, juste peut-être un peu plus dur, mais malgré tout un véritable démocrate. C'est une histoire qu'on nous a serinée des années 2002 à 2010 à peu près, alors qu'il n'était pas très difficile tout de même de bien voir que Erdogan avait un tout autre projet. Et puis ensuite, on s'est dit, continuant à accumuler au fond notre merveilleuse façon de vouloir conserver nos fausses lunettes, on s'est dit, Erdogan c'est l'anti-Atatürk. On s'est dit, il y a deux Turquies. C'est un truc très français, il y a toujours deux pays dans un pays, lorsque nous les contemplons, un bon et un mauvais. C'est pas, il y a une bonne Amérique, puis il y a une mauvaise Amérique. Puis il y a une bonne Turquie, et il y a une mauvaise Turquie. Et donc on s'est dit, la bonne Turquie, c'était celle d'Atatürk, l'époque où la Turquie s'européanisait, et aujourd'hui, Erdogan, en fait, il est en train de liquider l'héritage d'Atatürk, il est en train de liquider l'européanisation, etc., etc. Et en fait, bon, il y a toujours aussi un bon vieux temps, n'est-ce pas, dans notre façon d'aborder les questions géopolitiques. Bon, alors, ce livre dit que, en fait, Atatürk et Erdogan, il y a une continuité entre eux qui est plus importante que ceux qui semblent les opposer, parce qu'il y a un problème dans la Turquie elle-même. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y ait pas des Turcs étonnants, d'intelligence, d'amitié, qu'il n'y ait pas un peuple turc plein de valeurs, et que ce ne soit pas un beau pays. C'est pas ça la question. La Turquie, c'est un pays qui naît des décombres d'un empire, l'Empire ottoman, qui à un moment a été l'un des plus grands empires du monde. Non seulement tout le pourtour de la Méditerranée, mais remontait jusqu'à la mer Noire et descendait jusqu'à la mer Rouge. Cet empire, lorsqu'il s'est écroulé, en fait, il a donné lieu, au moment même où il s'écroulait, un peu avant, à un rêve nationaliste, comme il y en avait beaucoup à ce moment-là, puisque tous les pays qui étaient partis de l'Empire ottoman étaient partis au nom de la construction ou de la reconstruction d'une nation, particulièrement dans la partie occidentale de l'Empire, les Grecs, les Bulgares, les Serbes, avec des nationalismes un peu instables d'ailleurs, on a vu le résultat depuis. Dans la partie occidentale de l'Empire, les Grecs voulaient continuer à vouloir avoir une indépendance. Les Arméniens voulaient avoir une indépendance. Et puis est apparu un nationalisme turc, celui des jeunes Turcs, qui étaient très exactement des admirateurs, je dirais, de Rousseau, Robespierre, Auguste Comte, qui étaient des positivistes, aussi des admirateurs de Darwin,
et qui se sont rendus compte que pour sauver l'Empire, il leur fallait créer une nation turque, laquelle reposait sur un laboratoire, la fabrique d'un Turc idéal qui était en même temps sunnite. Ces jeunes Turcs, donc un complexe politico-religieux, un complexe aussi ethnico-religieux. Ces Turcs, ces jeunes Turcs, ce sont eux qui ont commis le génocide des Arméniens en 1915, et c'est un des premiers problèmes de la Turquie, qu'elle soit celle d'Erdogan ou d'Atatürk, c'est d'abord d'être né d'un génocide dont elle n'est pas immédiatement responsable, ce génocide qui se passe encore dans l'Empire, mais qu'elle nie, parce que ce génocide est malgré tout, pour elle, un état civil, une marque de naissance. Et puis, les Alliés ayant résolu de réaménager complètement le Moyen-Orient en laissant exister une grande Arménie, un grand Kurdistan, en redonnant la mer Égée aux Grecs, ça s'appelait le traité de Sèvres en 1920, parce que l'Empire ottoman s'était mis du mauvais côté, du côté allemand. Comme Mustafa Kemal, qui était un héros militaire, héros des Dardanelles, héros de la guerre de 14-18, est ressorti du fin fond de l'Anatolie avec une armée populaire, il a fini par convaincre les Alliés, et nous avons assisté à la naissance de cette Turquie qui était, au traité de Lausanne, la négation de toutes les dispositions qu'on avait pu prendre au traité de Sèvres. J'y arrive. Et de ce point de vue-là, il y a eu, réglant la question de la présence grecque qui était là depuis 30 siècles dans le territoire de la Turquie actuelle, il y a eu ce qu'on appelle le grand échange des populations d'Asie mineure. Et là, ce sont 1,5 million de Grecs qui ont dû quitter ces territoires ancestraux. Et donc la présence arménienne, la présence grecque sur des terres qui avaient été depuis toujours, soit arméniennes, soit grecques, a été éliminée, là encore par la première purification ethnique, endossée d'ailleurs et bénie par la Société des Nations. Et ce pays est né ainsi. Il est né ainsi avec cette double marque du génocide, de la purification ethnique, et depuis un siècle, il y a une espèce de fabrique d'un homme nouveau, idéal, souvent avec des accents racialistes, déjà chez Atatürk, qui est un combiné turc et sunnite, si ce n'est qu'évidemment, l'histoire du monde change. En 1930, le référent, c'est l'Occident, mais l'Occident de la technique, l'Occident prométhéen, parce que c'est le seul Occident qu'Atatürk prend sur lui, c'est pas l'Occident de l'autocritique. Et puis en 2010, c'est le modèle islamisé qui domine, mais on a la même course à la création d'un individu, encore une fois, assez fictionnel, historiquement. On a juste un changement de carburant dans l'usine, beaucoup de turcité, de nationalisme en 1930 et un peu d'islam, beaucoup d'islam et un peu moins de nationalisme aujourd'hui. Je sais pas ce que je fais. Et par rapport à ça, évidemment, des Grecs, des Arméniens, des Juifs, population très traditionnelle de ces lieux avant et pendant l'Empire ottoman, il n'y en a presque plus. Mais depuis un siècle aussi, il y a à peu près 25 à 30% de la population turque qui est totalement niée. Les Kurdes, qui sont musulmans, mais qui ne sont pas ethniquement turcs. Les Alévis, qui peuvent être ethniquement turcs, mais qui ne sont pas confessionnellement sunnites. Tous ces gens-là n'existent pas. Et pour en venir aux ennuis que nous cause Erdogan aujourd'hui, on dit aussi, ah oui, mais Atatürk, c'était la Turquie dans un seul pays, dans ses frontières, etc. Alors, je vais aller très vite. Atatürk a toujours été, d'abord, n'a jamais admis les frontières qu'il avait réussi tout de même à gagner à Lausanne. Il a revendiqué, il a gagné le Sanjak d'Alexandrette. Il pensait qu'il fallait qu'il se débarrasse du rideau d'îles grec qui était en face de la côte égéenne de la Turquie. Il a essayé de se développer en Azerbaïdjan sur un mode laïciste, ce qu'a repris aujourd'hui Erdogan sur un mode religieux. Et donc nous voyons bien que cette instabilité chronique qui provoque une destruction de l'altérité à l'intérieur, elle a besoin aussi de se projeter à l'extérieur pour rester en quelque sorte
sur son centre de gravité. Et nous avons donc eu un Erdogan, Gilles l'a dit, qui nous a bousculés, nous Français particulièrement, un peu partout. En Libye, autour du maréchal Haftar, évidemment Erdogan soutient plutôt le gouvernement provisoire où il y a des relais de fréristes. Mais au Liban, où il cherche à jouer sa carte, évidemment face aux Grecs, avec l'affaire qu'on a vue, un renouveau de l'affaire de Chypre. Et puis, dans le Caucase, avec des relents génocidaires, son alliance avec les Azéris pour exterminer les Arméniens du Haut-Karabakh. Donc c'est là à peu près où nous en sommes. On appelle cette politique par convenance néo-ottomane. En fait, il y a 4, 5, 6 théories géopolitiques qui ne sont pas forcément néo-ottomanes, qui peuvent être aussi pan-turquistes à l'occasion, qui peuvent être aussi la théorie des mers bleues, toutes les mers autour de la Turquie étant des mers où la Turquie devrait être hégémonique. En fait, on est face à un système qui, parce qu'il n'a jamais trouvé sa stabilité, est obligé aujourd'hui de jouer l'offensive générale, et nous nous retrouvons effectivement avec un membre de l'OTAN qui a une politique d'agressivité face aux autres membres de l'OTAN, un prétendu candidat à l'Europe qui déstabilise profondément la France, on y reviendra, à travers des réseaux turcs qui sont très importants et qui sont aussi nationalistes que religieux. Et donc, face à ça, effectivement, il s'est passé un petit miracle, c'est que la France a été le seul pays en Europe à lui dire récemment non. Et donc, c'est quelque chose de très louable, puisque M. Erdogan, lui, ne fait pas dans le détail, mais encore une fois, il n'est pas l'antagonisme de Atatürk, il en est le frère ennemi. En fait, il est un Atatürk, parce qu'on parle aussi du néo-sultan, etc., ce sont des formules creuses, il est un Atatürk islamiste, puisque l'islam est aujourd'hui, ou l'islamisme est aujourd'hui, un moteur de l'histoire plus sûr que le nationalisme. Alors, j'ai juste une image pour compléter ce magnifique exposé. La Turquie, à l'époque de Mustafa Kemal, a failli, dans un précédent traité qui n'a jamais été appliqué, perdre Constantinople. Et Erdogan a réussi, lui, à aller prier à Sainte-Sophie, qui redevenait une mosquée. Mais là aussi, c'est parce qu'on est un peu trop dans les images d'Épinal. On dit, vous voyez, Atatürk, lui, au moins, il avait fait de Sainte-Sophie. Vous savez, la cathédrale édifiée par Justinien, la plus grande église du monde chrétien, avant Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome ayant été bâti parce que Sainte-Sophie avait été prise par les Turcs. On dit, mais vous voyez, Atatürk, c'est quand même mieux, Atatürk. Il avait fait de Sainte-Sophie un musée. Évidemment, parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Évidemment, il venait de battre les Grecs. Les Grecs ont mené une guerre qu'ils ont perdue. Ils l'ont perdue parce que la République française les a abandonnés entre-temps, jouant plutôt le gagnant prévisible, Atatürk. Mais les Grecs voulaient ouvrir évidemment Sainte-Sophie à la liturgie. Donc, lorsqu'ils en fait un musée, ils glacent les Grecs. Ils disent c'est fini, c'est moi l'an zéro de ce pays nouveau qui s'appelle la Turquie. Puisque voilà, la Turquie, ça n'est pas l'Empire ottoman. C'est un nouveau pays qui commence en 1923, de zéro. Et puis deuxièmement, Sainte-Sophie est devenue la mosquée cathédrale des soufis. Et Atatürk ne veut pas des soufis parce qu'il ne veut pas de corps intermédiaire qui pourrait lui résister. Donc il fait coup double. Lorsqu'il gèle Sainte-Sophie en mosquée, il décrète qu'il inaugure une histoire. Il ne fait pas de la muséographie occidentale pour le plaisir. Je veux dire par là, il liquide ses ennemis extérieurs, les Grecs, ses ennemis intérieurs, les soufis, qui ne sont pas que de gentils mystiques, qui sont aussi des corporations extrêmement puissantes, politico-sociales. Voilà. Et il dit tout le monde au musée, les Grecs et les soufis, c'est ça qu'il dit. C'est pas parce que c'est un amoureux lourd. Donc je veux dire, il faudrait. Non, quand on n'a pas arrêté de se raconter des histoires sur Atatürk, on n'a pas voulu comprendre qu'Atatürk a pris de l'Occident
la dimension prométhéenne de la technique. Il a pris le calendrier, l'alphabet, les poids, les mesures, les habits,